mobilité croissante pour les communes. Il n'y a pas de point d'interrogation et je pense qu'il y a sûrement une corrélation qui va être faite avec tout ce qui est remonté du grand débat national. Donc c'était cette année peut-être ou jamais que ce sujet qui a été abordé l'année dernière déjà dans cette enceinte, c'est cette année qu'il prend une nouvelle coloration. Je vais vous présenter, mon nom est Bruno Leprat, je suis journaliste, j'aime bien ces questions. Je ne suis pas un hyper expert, donc j'aurai peut-être des questions un peu à côté de la plaque, mais nos présidents de séance sont préparés à cela, à savoir Nicolas Bonneau. D'abord, bonjour à vous Nicolas Bonneau, vous êtes un maire de La Chapelle-Saint-Mémin et c'est dans le 45, donc dans le Loiret, et vous présidez ou rapportez plutôt la commission numérique de l'AMF. Elle se porte bien cette commission ? Elle se porte très bien et elle défend tous nos territoires, j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure. Et si vous souhaitez y participer, vous êtes les bienvenus, évidemment. Voilà, il paraît qu'on s'y amuse beaucoup. Michel Sevade, maire de Marsac en Livradois. Alors ça, c'est peut-être le 63, on est dans le centre de la France, là, me trompais-je ? Puy-de-Dôme d'ailleurs, référent AMF sur la téléphonie mobile. Là, on a un homme des circuits, des tuyaux, comme on le dit un peu vulgairement. Peut-être vais-je vous demander à tous les deux d'accueillir Madame Denis. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Vous allez ouvrir nos chakras dans quelques instants avec une quinzaine de minutes de propos autonomes qui sera ensuite éventuellement questionné par la salle et nos présidents de séance. Partageons. Eh bien, chers collègues, chers amis, on a la chance d'avoir ce moment d'échange sur quelque chose qui est fort pour les habitants et de nos territoires. Et je l'ai dit tout à l'heure, la force de notre association, et quand on travaille avec Michel et puis les membres de la commission, c'est de défendre tous nos territoires, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux, qu'ils soient denses, qu'ils soient moins denses. Peu importe, nous, on est attachés à notre pays et on défend tous ces territoires. Je ne vais pas reprendre des phrases où on parle des montagnes et autres, mais en tout cas, sachez que c'est dans notre cœur. On a la chance d'accueillir Madame Marie-Laure Denis, qui est la présidente de la CNIL, et nous allons parler du RGPD. Alors, beaucoup d'entre vous connaissent, mais sinon, c'est le règlement général sur la protection des données. Vous savez, l'administration est de plus en plus numérique et la nôtre aussi. Donc, on se doit aussi de protéger les informations qu'on possède. On verra avec Madame Denis, mais il doit y avoir un délégué, il y a des conditions qui sont réglementées, qui sont juridiquement réglementées, heureusement. Et puis, vous dire aussi qu'on a une convention et on en est très fiers avec la CNIL parce qu'on est en partenariat pour vous accompagner, pour nous accompagner. Donc, on se fait fort et on est fiers de ce partenariat, de cette convention, sachez-le, madame. Voilà, une convention qui a été signée en novembre, le 6 plutôt de ce mois. Et je crois que par ailleurs, vous avez réussi à faire insérer dans la mallette, vous savez que c'est un endroit très très précieux, il y a beaucoup de gens qui aimeraient y insérer des documents. Il y a des documents liés à la CNIL et à cet environnement de la protection des données dans votre mallette à toutes et à tous. Monsieur Sauvat, je vous propose aussi d'accueillir notre auditoire et peut-être de nous dire en quoi cette année c'était intéressant de recevoir la représentante de la CNIL et plus largement d'autres intervenants du gouvernement. Je pense que Nicolas a tout dit en fait sur ces aspects-là. J'insiste sur le rôle essentiel pour vous tous qui êtes autour de nous aujourd'hui, de nous rejoindre au sein de cette commission numérique de l'AMF, parce qu'en réalité, c'est là qu'on peut faire cohabiter à la fois des gens qui demandent à ce que la couverture mobile s'améliore, si on prend cet exemple-là, tandis que d'autres souhaitent que la puissance des émetteurs diminue. Et la force de l'AMF, c'est d'arriver à concilier finalement les demandes des uns et des autres. Juste ça. Merci à vous. Alors, si vous me permettez, messieurs, on va proposer à Madame Denis, peut-être elle aussi, de tester son micro et de se mettre à l'aise, et puis d'y aller sur la protection des données, qui est un sujet politique et de préoccupation pour les gestionnaires d'administration et même de l'opinion publique que sont les maires. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur le rapporteur de la commission numérique de l'AMF. Monsieur le maire, merci pour vos propos. Et je vous prie de m'excuser de vous tourner un peu le dos, mais en tout cas, je vais essayer de parler aussi fort que possible. En tout cas, je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Merci de m'avoir invitée. Je suis heureuse pour plusieurs raisons. D'abord parce que la CNIL, effectivement, vous l'avez rappelé, a noué un partenariat avec l'AMF.
Beaucoup d'équipes de la CNIL sont aujourd'hui présentes dans le salon, dans ce pavillon et aussi dans le pavillon d'à côté sur un stand pour essayer de répondre autant que possible à vos questions. Et je remercie tout particulièrement l'AMF, son président et ses équipes, en tout cas pour l'accueil qui est réservé à la CNIL et cette opportunité qui nous est donnée de dialoguer avec les élus. Notre présence ici, elle illustre bien, je crois, le lien de travail qui existe depuis longtemps avec l'AMF. Protéger les données personnelles, c'est une liberté fondamentale et je sais le prix que les élus attachent à la liberté et à la libre administration d'ailleurs de leur territoire. Donc, afin de laisser le temps à la discussion, je voudrais simplement partager avec vous quelques réflexions sur la protection des données personnelles parce qu'elles impactent directement, je crois, les communes et les intercommunalités. En effet, en tant qu'acteurs majeurs de la vie quotidienne de nos concitoyens, les communes et les intercommunalités traitent de nombreuses données personnelles, que ce soit dans le cadre du développement des téléservices, de l'utilisation de systèmes d'information géographique, du recours à la vidéosurveillance, à la vidéoprotection, ou bien encore tout simplement, par exemple, comme tout employeur dans la gestion des ressources humaines. Donc ces données, elles vous sont confiées par les citoyens et ces derniers sont de plus en plus sensibles à la protection des données. On a fait faire un sondage IFOP qui a montré vraiment une croissance de ce point de vue-là. Il y a au moins 70% des Français qui sont de plus en plus sensibles à la protection des données, mais surtout sur des chiffres beaucoup plus concrets. Nous, on constate à la CNIL qu'il y a eu en un an plus de 80% d'augmentation de consultations sur notre site internet, jusqu'à 8 millions de consultations par an, qu'on a enregistré ou recensé une hausse de plus de 40% des plaintes qu'on a reçues depuis l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données en mai 2018. Voilà, et qu'il y a un certain nombre de questions, notamment celles qui sont aussi liées à la sécurité des données, le vol des données, le piratage, le détournement des usages qui sont de moins en moins acceptés naturellement par des individus qui sont conscients des risques qui sont portés, enfin en tout cas qui sont inhérents à ces failles. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait un contrôle, je ne devrais pas dire à chaque fois, mais 8 fois sur 10, c'est vraiment le chiffre, lorsqu'on fait un contrôle, on constate des failles de sécurité. Qu'il ne faut pas d'ailleurs, dont certaines, pour certaines, on pourrait y remédier assez facilement, tout simplement, avec des bonnes pratiques et des bons réflexes. C'est pourquoi je pense que les acteurs publics, nous tous, nous avons un devoir d'exemplarité et il nous appartient de sécuriser juridiquement, techniquement, l'utilisation des données personnelles. Et s'il y a un mot, je pense qu'il faut retenir en la matière, c'est la confiance. Il faut vraiment qu'on soit tous capables de créer un cadre de confiance qui est nécessaire à la réussite des politiques publiques en général, mais en particulier sur la protection des données. Si on veut qu'il y ait un développement durable de l'économie numérique, il faut que celle-ci s'inscrive dans un cadre de confiance. Alors, nous avons conscience, c'est pour ça que je faisais une sorte de lapsus, nous avons bien conscience que tout ça demande des efforts, que ça n'est pas simple de s'approprier ce nouveau règlement général sur la protection des données, même s'il faut aussi dire que la plupart des droits et des obligations donc, qui pèsent sur les responsables de traitement qui sont dans ce texte, ils existaient déjà où elles existaient déjà avant l'entrée en vigueur du règlement, puisqu'en France, finalement, on a une très grande antériorité en matière de protection des données avec une loi qui date de 1978. Donc, naturellement, le règlement général sur la protection des données a modifié un peu les choses, a responsabilisé davantage les acteurs, a créé de nouveaux droits, mais il y a un socle qui existait déjà. Alors, ce qu'on constate sur l'application ou la mise en œuvre du RGPD dans les collectivités locales d'une façon générale depuis 1 an et demi, c'est un démarrage inégal. Et un démarrage inégal en fonction naturellement de la taille de la commune. Les communes de taille plus modeste ne disposent pas nécessairement en interne des ressources dédiées et elles peuvent rencontrer des difficultés à s'emparer des outils de la conformité. J'en veux pour preuve le nombre de délégués à la protection des données qui ont été désignés, comme on dirait en vieux français, des DPO,
Digital Protection Officer, mais on peut dire des DPD, des délégués à la protection des données. Vous savez que leur désignation est obligatoire. Elle est devenue obligatoire avec le RGPD pour toutes les communes, pour chacune des communes et intercommunalités, quelle que soit leur taille. Donc le délégué à la protection des données, c'est vraiment un personnage central pour la protection des données. Il est là pour conseiller la collectivité, pour veiller à la bonne application du cadre juridique, pour répondre aux questions des personnes dont les données sont traitées. Pour nous, c'est un élément très important du dispositif. Il est l'interlocuteur privilégié de la CNIL. Et d'ailleurs, on a un service qui est dédié au délégué à la protection des données, qui est représenté au premier rang ici. Et bien que la désignation de ce délégué à la protection des données soit obligatoire, aujourd'hui, seuls 60%, en tout cas 60% des communes plutôt, n'ont toujours pas désigné un délégué à la protection des données, alors que les régions l'ont fait, 90% des départements l'ont fait, et on voit bien que pour les communes, ça dépend beaucoup de la taille des communes. Donc en tout cas, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il y a des progrès qui sont possibles, en tout cas en matière de désignation de délégués à la protection des données. Et d'ailleurs, on s'aperçoit quand même qu'il y a une accélération forte, puisqu'en mai 2018, il n'y avait que 3000 délégués à la protection des données, et aujourd'hui, ils sont 13 600. Pourtant, les communes, et je voudrais insister là-dessus, disposent d'une vraie autonomie dans le choix du délégué à la protection des données. Les textes ne prévoient pas qu'il faille faire appel à une profession particulière, à un niveau de diplôme particulier, et le niveau de l'expertise de la personne qui sera déléguée à la protection des données doit naturellement être proportionné au volume, à la nature des données qui sont traitées par la collectivité. Donc pour résumer, le délégué à la protection des données, il peut être pris dans le vivier de la commune, il peut être externe, il peut être mutualisé, j'y reviendrai, il peut être à temps plein, il peut être à temps partiel, ça peut être une personne physique, ça peut être une personne morale. Mais sa désignation est quand même conditionnée au respect d'exigences légales qui sont donc dans les textes, c'est-à-dire de l'indépendance et l'absence de conflit d'intérêts. Ces exigences, elles ont été posées tant par le législateur européen que par le législateur français. Elles peuvent être contraignantes pour des petites entités, mais elles sont essentielles. Donc il faut en clair imposer une séparation des rôles entre celui qui décide, le responsable de traitement, et celui qui conseille et qui expertise, le délégué. C'est une garantie de crédibilité. C'est une garantie d'efficacité pour les organismes et, in fine, c'est une garantie de sécurité pour vous tous. Parce que le Conseil a, pour les décideurs, parce que le Conseil a d'autant plus de poids, de valeur, de crédit, sans qu'aucune autre préoccupation puisse interférer. Alors de ce point de vue-là, la CNIL a donné quelques lignes directrices. Pour éviter que le délégué soit jugé partie, il est évident qu'il ne doit pas cumuler cette mission avec des fonctions d'encadrement supérieur, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être délégué général des services, par exemple, ou des fonctions directement décisionnaires en matière de traitement de données, par exemple un DSI. De même que la désignation des conseillers municipaux pose des difficultés à plusieurs titres. Donc la CNIL est là pour vous apporter la sécurité juridique nécessaire, parce qu'être un délégué censé exercer ses fonctions en toute indépendance par rapport aux décideurs, alors qu'on est en même temps membre de l'organe qui règle, si je m'en réfère au texte, les délibérations des affaires de la commune, et donc qui assume la responsabilité des principales décisions d'intérêt local, c'est un grand écart en tout cas qui est difficile à réaliser. Il y a aussi la question des secrétaires de mairie qui sont souvent pressentis pour occuper les fonctions de DPO dans les collectivités les plus modestes. C'est un peu plus complexe comme situation. Cette solution ne nous paraît pas exclue, mais il faut, avant de procéder en tout cas à sa désignation, s'assurer qu'il ne participe pas au circuit de décision concernant les fichiers de collectivité. Donc pour répondre à ces difficultés, il existe des solutions.
en tout cas, il y en a une au moins, c'est la mutualisation de la désignation au niveau d'une intercommunalité, c'est-à-dire la mise à disposition d'un agent par une collectivité territoriale au profit d'une autre, par exemple. Ça, c'est aussi une autre possibilité. De même, je pense qu'il est important que les délégués à la protection des données travaillent en réseau pour gagner en compétences, échanger les bonnes pratiques, se faciliter la tâche au travers d'une mise en commun des réflexions engagées. Alors, la CNIL est consciente des difficultés que vous rencontrez. D'ailleurs, à tel point que pour 2019, on a fait de l'accompagnement des collectivités, c'est pour ça que j'ai la chance d'être ici, un objectif prioritaire. Et nous avons publié de nombreux contenus. Nous avons publié un guide pour les collectivités qui figure dans la mallette qui vous a été distribuée. Donc là, je vais avoir un peu de mal à vous demander d'avoir un peu de concentration sur le guide pour les collectivités. Mais en tout cas, il vous a été distribué dans un guide voilà, qu'on a voulu, j'espère, pédagogique. De la même façon, on a sur notre site internet des fiches pratiques sectorielles parce que vous rencontrez thématique par thématique, état civil, smart cities, autres, élections, etc. Un certain nombre de sujets en matière de traitement de données qui vous sont propres et on est en train d'essayer vraiment de balayer ces différentes thématiques pour vous donner des éléments autant que possible qui peuvent vous accompagner. Et enfin, on a mis en ligne une formation, un MOOC, comme on dit, qui est plutôt destiné aux délégués à la protection des données. Et on est en train d'y rajouter une brique supplémentaire précisément pour les délégués à la protection des données des communes, en tout cas. Et ça va au-delà pour toutes les personnes qui, au sein des communes, s'intéressent aux questions de protection des données. Et puis, bien entendu, nous avons des contenus plus généralistes qui ne s'adressent pas simplement aux communes, mais qui peuvent les intéresser, des modèles de registre des activités de traitement, des exemples de mention d'information, des clauses contractuelles encadrant la sous-traitance. C'est aussi un sujet, les sous-traitants, auxquels vous êtes confrontés. Enfin, voilà, on cherche vraiment à avoir un dialogue avec vous. Ce dialogue, il se fait aussi par l'entremise des associations d'élus, avec lesquelles on est très heureux, en tout cas, de dialoguer, et cette convention de partenariat avec l'AMF en est une illustration. Il y a beaucoup d'autres sujets qui intéressent les communes. On parle un peu plus en ce moment de vidéoprotection, par exemple, voire de reconnaissance faciale. Il est vrai que les évolutions technologiques conduisent naturellement à s'interroger sur des usages qui peuvent être innovants. Il y a aussi les lectures automatisées de plaques d'immatriculation, par exemple. Et je pense qu'il faut à chaque fois quand même avoir un réflexe protection des données et arriver autant que possible à combiner en tout cas des exigences. Monsieur le maire, vous disiez qu'ils pouvaient être contradictoires tout à l'heure. Elles ne le sont pas nécessairement toujours, mais en tout cas, il faut vraiment avoir en tête que si on n'est pas du tout opposé naturellement à l'innovation, ces innovations, il faut simplement, pour qu'elles puissent être utilisées dans un cadre de confiance, qu'elles prennent en compte ces questions de libertés individuelles. Voilà. Et d'ailleurs, sur la reconnaissance faciale, on a publié sur notre site internet vendredi dernier une première contribution de méthode, en tout cas pour le débat qui commence à s'ouvrir sur ce sujet. Donc je m'aperçois que j'ai déjà été beaucoup trop longue, donc je vous rassure, je vais conclure pour vous dire que la mise en conformité, elle passe essentiellement, il ne faut pas s'en faire, pour parler très clairement et trivialement, il ne faut pas s'en faire une montagne, elle passe surtout par l'adoption de bons réflexes, de bon sens. Si je me réfère à nouveau au guide que vous avez peut-être, vous voyez, il y a 2 pages notamment au milieu du guide avec des conseils qui sont relativement simples, qui suffisent dans bien des cas en réalité à avoir un bon niveau de conformité et à nous permettre à tous d'avoir un langage commun, en tout cas en la matière. Voilà, écoutez, je suis à votre entière disposition pour dialoguer avec les uns et les autres et essayer autant que possible de répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci à vous. Peut-être sur le plan local, les interlocuteurs de la CNIL existent-ils ou tout de suite on est envoyé par téléphone ou de visu à la place de
Fontenoy, je crois. De Fontenoy, oui. Oui. Alors, on n'a pas de... La CNIL n'est pas une autorité déconcentrée, donc on n'a pas de représentants en région ou localement. Mais en tout cas, le service des délégués à la protection des données est tout à fait accessible. Et je peux témoigner qu'on reçoit beaucoup de délégués à la protection des données, on leur donne beaucoup de conseils, on répond au téléphone. Voilà. Donc, on a beau être place de Fontenoy, on est tout à fait accessible. D'accord. Alors, la demande des présidents et de vous-même, on a des micros qui peuvent être proposés à 2 ou 3 personnes. Au passage, je sais que l'AMF était intéressée pour savoir combien de DPO ou de DPD sont dans la salle. Donc, est-ce que ceux qui ont été désignés comme DPO peuvent-ils lever la main, juste se signaler? Éventuellement, voilà une. Du côté 2, 3, 4, je en vois 4. Et là, alors eux, ils sont totalement hors la loi. Ils ont jusqu'à quand pour désigner un DPO? Et que risque-t-il à ne pas le faire d'ailleurs? Alors le plus vite possible, voilà. On a toute une gamme de sanctions possibles, évidemment. On a bien conscience qu'on n'a pas le même niveau d'exigence envers des grandes collectivités et des collectivités de taille plus modeste. Mais je pense que c'est même, indépendamment de la question de la mise en conformité par rapport à la CNIL, je pense que c'est une question de sécurité juridique, même pour vous tous. Et bonjour, Monsieur le Ministre. On a la chance d'accueillir Monsieur le Ministre. Je crois qu'on peut l'applaudir, Monsieur Cédrico. Merci d'être là et de bientôt partager quelques éléments et d'écoute d'ailleurs aussi avec notre auditoire. On finit avec vous, Madame, sur le fait que, oui, ce n'est pas une question de mise en conformité ou en légalité, c'est surtout une question d'éthique et d'exemplarité. Voilà, enfin les deux en tout cas. Oui, ça marche. Tout à fait. Alors, je sais que nos hôtesses et hôtes ont un micro, mais il y a un petit peu d'agitation sur l'entrée. Est-ce que quelqu'un souhaite s'adresser à notre présidente de CNIL au travers en plénière, comme cela? Monsieur et monsieur au fond. Très bien. Alors, mademoiselle, à l'avant-plan, tout d'abord. Voilà, la main se lève. Et si on peut équiper également un gentleman qui est au fond, et ce sera... Voilà, on a 3 interventions, Madame Denis. On vous écoute, voici la première. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, bonjour. Didier Moyon, siégeant au titre de l'AMF, au Conseil supérieur de la protection des risques technologiques. Le Brisol nous a amené à faire le constat d'un certain nombre de moyens de communication qui n'ont pas été mis en œuvre, qu'il conviendrait de rendre plus performants au titre du fait qu'il faille informer la population. Mais informer la population, c'est dévoiler un certain nombre, ouvrir un certain nombre de bases de données des opérateurs téléphoniques notamment. Donc il y a une contradiction entre la protection des populations et la protection des données. Est-ce que c'est un sujet qui pourra être abordé par la CNIL de manière à ce que les populations soumises à des aléas de risques technologiques forts puissent être préservées? Merci. En tout cas, merci pour votre question. On est évidemment tout à fait sensible à la question de la protection des populations. S'il y a des risques technologiques forts, donc naturellement, s'il y a des questions particulières, on les traitera soit dans des liens avec les ministères qui peuvent être concernés, soit en interrégulation. Je vois des représentants du collège de l'ARCEP, par exemple, l'autorité de régulation des télécoms. Donc s'il y a des contradictions, dont pour l'instant je ne vous cache pas que je n'ai pas été particulièrement informé ou sensibilisé, mais si vous le dites, c'est qu'il doit y en avoir, et dans ces cas-là, on se penchera naturellement sur le sujet. Voilà. Merci pour Encore une fois, sur toutes ces questions, protection des données et autres enjeux, l'idée c'est d'arriver à combiner naturellement des intérêts qui de part et d'autre peuvent être légitimes, voilà, en apportant les garanties appropriées et en faisant surtout en matière de protection des données preuve de transparence en réalité, voilà, et de sécurité. Alors voilà, je suis rassuré par Cédrico. Il est là pour l'instant pour écouter et ensuite pour avoir cet échange avec nous tous. Mais je cède la parole dès qu'il le souhaite. Non, tout va bien. Non, c'est pas pour autant. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame. J'ai un cas précis, moi, où j'aurais préféré que les données ne soient pas protégées. EDF change, quand il y a ces changements de compteur, ne demande aucun justificatif aux personnes pour faire changer l'abonnement. Et dans ce cadre-là, il y a des squatteurs qui se sont introduits dans un appartement. Ils ont demandé le changement de compteur. Ils ont eu, à ce moment-là,
un justificatif de domicile. Ils ont utilisé ce justificatif de domicile pour demander des aides publiques au conseil régional. Les fichiers n'ayant pas été croisés, on leur a donné et le pauvre propriétaire s'est retrouvé bien dans l'embarras. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour ce témoignage. Ça serait intéressant que le malheureux propriétaire embarrassé, le cas échéant, nous saisisse, parce qu'on a deux piliers, en quelque sorte, dans notre action. Un que j'ai essentiellement développé dans mon propos, qui était celui de l'accompagnement. Mais naturellement, nous avons aussi une dimension dissuasive ou répressive dans notre action. Nous enregistrons plus de 12 000 plaintes par an. Et s'il y a des détournements de finalité, en quelque sorte, dans l'utilisation des données, nous n'hésitons pas à instruire ces plaintes et le cas échéant à les sanctionner. Donc vous pouvez peut-être, monsieur, s'il peut me permettre, suggérer à cette personne de bien vouloir nous saisir le cas échéant et nous traiterons sa plainte avec beaucoup de diligence. Voilà, on est plus sur une pré-étude de remarques qu'une analyse en profondeur. Et merci beaucoup de la brièveté aussi que vous avez employée pour présenter ce cas. On note que ce cas privé remonte au maire et que vous en faites l'écho. Alors, il y avait un micro en main ici. Et si monsieur ou si les organisateurs m'y autorisent, on prendra une quatrième et dernière intervention, Madame Denis. Bonjour, monsieur. Ça marche, oui. Bonjour à tous d'abord. Donc moi je suis dans une petite commune. Le seul qui ait des compétences pour mettre le nez dans les ordinateurs de la mairie, c'est ma pomme. Donc je suis un DPO virtuel, c'est-à-dire que je ne suis pas déclaré parce que je suis adjoint au maire. C'est moi qui utilise pour 80% les fichiers. Oh, il y en a 5. En gros, dans les ordinateurs, j'ai déjà beaucoup de mal à faire mettre des mots de passe à l'ouverture des ordinateurs, que tout le monde puisse pas y accéder. Il faut convaincre nos personnels que c'est utile, il faut le faire. On peut éventuellement, je leur ai même proposé de crypter les fichiers, puisqu'on peut le faire aussi. Oula, j'avais dit des choses un peu... bizarre. Donc moi je voudrais savoir si moi personnellement je peux être DPO officiel puisque je suis adjoint au maire et d'après ce que vous nous avez dit c'est pas possible, et puis trouver une personne qui soit vraiment compétente dans une petite commune, c'est pas évident. Voilà, c'est plutôt un obstacle à la mise en place de la RGPD, même si on n'est pas contre. Et par exemple, ma secrétaire m'a dit on n'a pas le droit d'avoir le fichier, je vais te l'effacer. Vous faites quoi, vous? C'est des choses terre à terre, mais je crois qu'on peut être confronté à ce genre de problème. Voilà, c'était juste un témoignage, disons. Non, écoutez, merci beaucoup, monsieur. Effectivement, c'est un témoignage qui a toute sa valeur parce que ce sont des difficultés de terrain que vous rencontrez. Alors, sur les questions de sécurité ou de bonnes pratiques, cryptage, mot de passe, etc., je me permettrai peut-être de vous renvoyer sur le site de la CNIL qui se veut pédagogique et qui diffuse vraiment la matière de bonnes pratiques, notamment sur les mots de passe et la gestion des mots de passe. Et peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut afficher en mairie, d'ailleurs, on a de la documentation pour ça. Sur le fait que vous ne soyez pas désigné officiellement, c'est embêtant, mais c'est en tout cas très bien de faire le travail, mais c'est embêtant puisque c'est une obligation d'avoir effectivement un délégué à la protection des données. Et comme j'ai pu le dire, je pense qu'il faut que les communes, y compris de taille modeste, cherchent à en désigner une. Effectivement, on ne recommande pas que les adjoints au maire ou les conseillers municipaux soient délégués à la protection des données, puisqu'il y a des exigences dans les textes d'indépendance par rapport finalement au responsable de traitement, qui est en quelque sorte le conseil municipal, qui prend des décisions qui, peu ou prou, affectent ou ont des conséquences en matière de traitement de données, et qu'il peut y avoir un risque de conflit d'intérêts aussi, qui est une deuxième exigence légale aussi. Mais heureusement, il y a des solutions, et une de ces solutions, quand même, peut-être pas la plus naturelle, mais en tout cas la plus praticable pour les communes de taille modeste, c'est la mutualisation. Quand ce
quand les textes qui concernent la protection des données ont été récemment encore discutés au Parlement, cette question de la mutualisation, elle a été vraiment au centre des débats, notamment au Sénat. Et je ne peux que vous encourager, pour des raisons de coût, d'efficacité, de sécurité juridique, d'essayer de mettre en réseau un délégué à la protection des données qui s'intéresse à diverses communes. Ça peut être au niveau de l'intercommunalité, par exemple. Et encore une fois, ça peut être quelqu'un à temps plein, quelqu'un à temps partiel, un prestataire extérieur, quelqu'un mis à disposition qui vient d'une autre commune, etc. Donc je pense que la mutualisation, qui est à ce stade, parce qu'on en est au début, une situation transitoire qui n'est peut-être pas totalement satisfaisante, sans décourager du tout les bonnes volontés et celles que vous manifestez, on peut le comprendre, mais c'est une situation qui ne peut qu'être transitoire, surtout dans la mesure où il existe quand même des solutions. En tout cas, merci pour ce témoignage, monsieur. Madame Denis, je vais vous proposer un fondu enchaîné, c'est-à-dire que j'ai bien conscience qu'il y a une quatrième question ici et je vais en profiter, tandis qu'elle se prépare, pour demander à Sylvette Rochas, Patrick Molinoz et Valérie Pénaud de nous rejoindre discrètement sur cette estrade. Monsieur, on vous entend au fond. Question nouvelle, ou madame, pardonnez-moi, à madame Denis. Bonjour madame la présidente, bonjour monsieur le ministre. Valérie Rameau, adjointe dans une petite commune de moins de 2000 habitants dans les Pyrénées-Atlantiques. Ma question est la suivante. En cas d'erreur commise, quelle est la responsabilité des élus? Quelle est la responsabilité du délégué? Alors, en tout cas, merci de poser cette question, madame. Très, très clairement, la responsabilité, c'est celle des élus, c'est celle du responsable de traitement, en quelque sorte. C'est la commune. Ça n'est pas le délégué à la protection des données qui doit être, en quelque sorte, le poil à gratter de la mise en œuvre de la protection des données. Autant sur certains sujets, il peut y avoir un partage de responsabilités, par exemple, entre les responsables de traitement et les sous-traitants. Autant là, très clairement, la responsabilité, elle incombe à la commune en cas de problème, en cas de sanction, voilà. Et voilà. Et pas, elle ne repose pas sur les épaules du délégué à la protection des données. C'est une question courte, une réponse courte à une question courte. Oui, parce que quelle est la sanction s'il y a un problème? Les sanctions, elles sont proportionnées au manquement qui peut être constaté. Nous, on n'est pas dans une optique de sanctions massives, mais et la plupart des plaintes qu'on reçoit, on essaye de les traiter dans un système qu'on pourrait appeler de médiation, de faire en sorte que le manquement cesse dans un dialogue qu'on a avec le responsable de traitement. Mais si on s'aperçoit que le manquement ne cesse pas, eh bien, on peut prendre par exemple une mise en demeure, public ou non, par exemple pour un organisme public, pour voir des sanctions financières, le cas échéant, qui peuvent aussi concerner les collectivités, mais tout ça après une instruction, une procédure contradictoire et une proportionnalité entre la mesure correctrice qui est décidée et le manquement constaté. Donc excusez-moi de ne pas pouvoir vous répondre, puisque c'est du cas par cas. Fort heureusement, c'est du cas par cas. Voilà. Mais donc il y a des risques, effectivement. On instruit les plaintes. Donc s'il y a des plaintes, on les instruit. Et après, il y a des procédures, naturellement. Voilà. Mais encore une fois, on est dans une logique de conciliation. Mais cette exigence de la protection de la vie privée, elle est trop importante pour que, tout en étant compréhensif, on n'aille pas jusqu'au bout de la logique qui doit être la nôtre. Merci, Madame la Présidente. Je vous en prie, Madame. Merci, Madame, également. Peut-être, Président Sauvad et Bonneau, terminer cette séquence CNIL pour s'ouvrir à la première des tables rondes. Lequel de vous deux veut... Très bien. Moi, je veux remercier Madame Denis d'être venue nous voir. Et elle a évoqué quelque chose qui me semble important, parce que vous avez compris que certains collègues n'ont pas encore accédé à ce dispositif. Et c'est dans la mutualisation, même dans des métropoles, comme on n'est pas sur un emploi à temps plein, et on mutualise entre des communes d'une certaine taille pour avoir un délégué au niveau de l'intercommunalité. Et je pense que la solution, elle est là. Alors vous allez me dire, moi je suis isolé, je n'ai pas forcément la solution. Moi je crois aussi que le rôle aussi de la CNIL, c'est d'accepter des situations où on peut accompagner les communes qui sont les plus petites. Il faut accéder à ce dispositif. Vous voyez ? Et il ne faut pas que ça apparaisse comme quelque chose qui n'est pas atteignable.
Et donc, à mon avis, eh bien, la voie pour l'atteindre est importante à trouver et qu'on ait ce déploiement qui est attendu et qu'on n'ait pas un fossé entre le déploiement aujourd'hui et puis ce qui pourrait arriver ensuite. En tout cas, merci pour votre intervention et ce que vous avez indiqué. Et la Chapelle-Saint-Mémin, comment vous avez votre DPO, ça y est? Alors, pour tout vous dire, on est dans une métropole de 280 000 habitants, de celle d'Orléans. On a 10 000 habitants et on a mutualisé avec d'autres communes pour avoir un délégué, effectivement. Très bien. C'est qui, en l'occurrence? C'est un agent qui vient d'où? C'est un agent d'une commune voisine, la ville de Fleury-les-Aubrais, pour la citer. Peut-être ceux qui prennent le train sur cette voie connaissent les Aubrais, vous voyez. Et donc, c'est la commune qui a le délégué. D'accord. Et l'agent en question est donc rattaché à quel service ou à quel, hein? Eh bien, il est rattaché à la direction de cette ville. Oui. Et puis, il est rattaché à ce qui concerne le secteur numérique, évidemment. D'accord. OK. Du côté de votre collègue. Et pour la commune de Marsac-en-Livradois, la délibération de mutualisation va être prise après-demain lors du prochain conseil municipal. Je salue dans ce que vous avez dit le terme de confiance qui me paraît vraiment central dans ce que l'on voit là. Et j'ai beaucoup apprécié l'évocation de la mutualisation, du travail en réseau, de la production de supports de qualité. Je me disais finalement, c'est l'ambition qui est également la nôtre au sein de la commission numérique en particulier, mais de l'AMF en général. Et donc vous êtes naturellement pour nous un partenaire de confiance. Voilà, on vous garde. Mais pourtant, on va vous demander de descendre. Merci beaucoup, madame, d'être venue. Je crois que vous avez vos équipes qui vous attendent. On peut applaudir madame Denis pour ce partenariat. Et avancer d'un petit cran dans cette construction d'après-midi, une table ronde première sur les conséquences de la dématérialisation des démarches pour les citoyens et les communes également. Alors qui de vous deux, peut-être monsieur Bonneau, pourquoi vouliez-vous poser cette question de la médiation numérique ou de l'exclusion du numérique de pas mal de citoyens ? Alors, cher Bruno, si vous m'y autorisez, je voudrais un peu présenter notre forum. On aura 2 séquences et je remercie Monsieur le ministre d'être présent, Monsieur Haut, qui a en charge le numérique. Et puis nous aurons Julien de Normandie qui nous rejoindra en fin d'après-midi pour la seconde partie. Pourquoi la seconde partie sera plus sur la couverture des réseaux, hein. Et pourquoi cette question de l'inclusion numérique Eh bien, parce que vous avez vu que l'administration se dématérialise. C'est-à-dire que, et je pense que c'est un des enjeux pour le mandat prochain, c'est comment on permet à des populations qui n'ont pas forcément accès, alors c'est le moyen physique, mais le gouvernement a des engagements forts sur le déploiement du numérique dans le pays. Et c'est comment on accède. Parce qu'il y a bien sûr accéder au réseau, mais il y a aussi ceux qui ne pratiquent pas. Et ils sont nombreux dans notre pays. Je crois que c'est 1/6 de la population qui ne pratique pas. Vous voyez, c'est 1/5 même. Vous voyez, donc c'est conséquent quand on sait que l'objectif de l'administration à terme, c'est le tout numérique, si on peut dire, hein. Ça peut apporter beaucoup, mais il faut que tout le monde soit dans la démarche, soit accompagné. Donc c'est pour ça, c'est les témoignages de territoire qu'on va connaître et sur lesquels on va être éclairé. On va découvrir nos 3 intervenants avant que Cédrico peut-être ne commente ou ne questionne d'ailleurs leur témoignage et puis ensuite ne s'ouvre à vous. Tout d'abord, et peut-être pour tout de suite entamer la conversation, Madame Rochas, bonjour. Vous venez d'Échirolles. Munissez-vous de ce micro. Vous êtes adjointe au maire de cette commune dans le 38. Vous êtes vice-présidente du CCAS et vous venez témoigner à la demande de l'AMF d'une enquête que vous avez mise en place avec des enseignements et des nouvelles pratiques il y a quelques semestres. Peut-être situons Échirolles dans sa grandeur et sa proximité de Grenoble, hein, c'est cela, non? Voilà, Échirolles, ouais. Bonjour à toutes et tous déjà. Merci pour l'invitation. Échirolles, c'est une ville de l'agglomération grenobloise au sud de Grenoble, une ville de 36 000 habitants. C'est la 3e ville du département. C'est une ville qui a des caractéristiques, je dirais, un peu au debout de l'arc. C'est-à-dire qu'on a 3 quartiers prioritaires en politique de la ville.
On a un quart de la population qui est âgée de plus de 60 ans, un autre quart qui sont des familles avec enfants. Donc on a l'habitude de dire qu'on est une ville jeune mais vieillissante. C'est une ville qui est particulièrement équipée également avec énormément de groupes scolaires, de centres culturels, un stade nautique, 6 maisons des habitants. Et j'insiste là-dessus parce que c'est aussi des équipements de proximité qui permettent de déployer des actions avec les habitants et de garder ce service public de proximité avec les Échiroloises et les Échirolois. Donc voilà en gros pour la physionomie de notre collectivité. Comment on a eu idée de venir sur cette question du numérique ? Déjà parce que ça remonte, les habitants font remonter cette problématique directement auprès de nos professionnels, mais aussi auprès des élus. Tout un chacun, toute une chacune dans nos familles, dans notre entourage proche, on le voit aussi avec soit des aînés, soit des plus jeunes qui sont en difficulté pour établir ici une démarche, ici une inscription et cette difficulté qu'on pointe. Et là, on est avant le grand débat, où il y a eu beaucoup de choses qui ont eu trait à l'accès aux services publics, notamment dématérialisés. On était, en deçà même de 2015. Et puis est arrivée en 2016 l'obligation de réaliser dans les collectivités des analyses des besoins sociaux, ce qu'on appelle les ABS, qu'on doit faire normalement en début et en fin de mandature municipale pour avoir une analyse, une photographie de la situation socio-économique, démographique de la ville. Et dans cette analyse-là, il est préconisé aussi de tirer un fil rouge et d'analyser une problématique, une thématique. Donc nous, ce que nous faisons, déjà on ne le fait pas 2 fois sur le mandat, on le fait tous les 2 ans, on le met à jour et on le retravaille. Et on le travaille de manière partenariale, de manière très large, avec beaucoup d'acteurs qui viennent avec nous analyser ces données qui disent quelque chose quand même de notre ville, de son évolution. Et puis voir avec ces personnes, ces associations, ces institutions, quelles seraient les thématiques à travailler. Et cette question de la fracture numérique est venue très massivement par l'ensemble des acteurs et des actrices, particulièrement des anciens, puisqu'on a aussi des institutions, on a un conseil consultatif des retraités qui était très demandeur de pouvoir travailler sur cette question-là. Donc très naturellement, on est parti sur cette question de la fracture numérique pour essayer d'en faire une analyse, surtout pour apporter des réponses aux personnes qui étaient en difficulté, puisqu'on est aussi concomitamment avec une montée en charge de beaucoup de démarches dématérialisées, y compris pour nous, élus, où voilà, moi je suis conseillère départementale, c'est mon outil de travail, et j'en suis enchantée. De la place où je suis, pour moi, c'est extrêmement intéressant. C'est pas forcément vrai pour tout le monde et c'est même pas forcément vrai pour tous les élus. Donc je crois que le numérique, c'est vraiment une question où il faut prendre les gens là où ils sont et prendre le temps de les accompagner là où on voudrait être tous ensemble demain et surtout avoir et les mêmes niveaux d'information et le même accès à tous les droits auxquels on peut être éligible. Alors une prise de conscience, un travail ou un partage ensemble sur le fait que quelque chose dysfonctionne et peut-être amélioré, ça débouche sur quoi l'étape suivante, celle que vous souhaiteriez partager maintenant ? Alors l'étape suivante, ça a été une enquête. On est allé vers, on a constitué une enquête auprès d'un panel relativement petit de personnes, mais pour les questionner et pour voir comment elles se comportaient avec cette obligation de passer par le numérique pour faire des démarches. On a rencontré quand même des administrations qui sont aussi... d'ailleurs qui sont des membres de notre comité de pilotage, qui sont aussi très engagés. Je pense à la Caisse d'allocation familiale, qui en 2017, chez nous, avait fait son printemps du numérique, justement parce qu'une déclaration de ressources du RSA, parce que pour l'allocation logement, parce que pour une déclaration de naissance, il faut passer par une déclaration en ligne. Donc, on a travaillé avec la Caisse d'allocation familiale. Ce qui n'a pas été anodin, je veux dire, ces partenariats et ce maillage et ces bras tendus des collectivités entre elles, ça permet d'optimiser
d'obtenir des financements, très clairement, puisque nous, dans nos maisons des habitants, ce sont c'est la CAF de l'Isère qui a financé l'équipement d'ordinateurs dans toutes nos maisons des habitants. Donc, on a des points d'accueil pour les personnes pour pouvoir venir sur ces ordinateurs. Alors, je ne fais pas l'historique en disant que précédemment, la caisse d'allocation familiale avait des personnels qui venaient dans nos équipements, qui rencontraient les habitants, que les habitants préféraient de loin avoir des professionnels en face, et que de ma place, je trouve que c'est aussi quelque chose que je préfère. Ceci dit, on a une solution alternative qui, si elle n'est pas la meilleure et la plus humaine, c'est le cas de dire, dans tous les cas, permet de faire avancer les dossiers et surtout d'ouvrir les droits pour les personnes. Fort de ces ordinateurs installés chez nous, qui ont été payés, on paiera l'encre, on paiera le papier, on paiera le courant. Voilà, ça c'est aussi les petits frics connexes qui glissent sur les collectivités, sur les municipalités. On a pris le parti de former aussi nos professionnels avec Emmaüs Connect, l'association Emmaüs Connect, de manière à ce qu'ils soient des aidants numériques aguerris. Parce qu'on ne s'improvise pas, on peut savoir se servir d'un outil sans forcément être en capacité de transmettre. Donc on a formé tous nos professionnels, 3 ou 4 professionnels par maison des habitants, à l'accompagnement des publics à l'outil informatique. Voilà, et c'est là où on découvre le terme d'aidant numérique qui transpire du domaine social. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un de vos collègues qui est porté, peut-être obligatoirement, sur la dématérialisation? En termes de conseils, c'est délicat de donner des conseils. Je crois qu'il faut écouter beaucoup, il faut écouter les personnes, il faut concerter. Et puis, je pense qu'il faut beaucoup lever les anxiétés et les peurs. Les inquiétudes, c'est quelque chose qui s'exprime de manière massive, particulièrement chez les anciens. Et quand je dis les anciens, je me mets dedans. Je vous assure que j'ai fait ma demande de retraite en ligne. Ça a été, j'ai eu l'impression de revenir de croisade quand j'ai réussi à aboutir sur le dossier. C'est compliqué, c'est pas simple. Ils disent tous, on appuie sur des boutons, on coche des cases, on tourne la page et on peut plus revenir en arrière. On n'a pas de trace papier, on ne sait pas ce qu'on a dit, on n'est pas sûr d'avoir bien fait. Enfin voilà, vraiment, c'est à la limite de la panique ce qui s'exprime. Donc tout ça, il faut l'entendre. Il faut peut-être faire évoluer aussi les applications pour sécuriser les personnes. Peut-être faire aussi des groupes de co-conseil, parce qu'on l'a fait, nous, à travers un café des âges entre des personnes âgées et des jeunes, et des anciens qui nous disent, mais moi, quand je remplis une page, je fais copie d'écran et je garde tout sur Word. Donc voilà, il se passe un peu des tuyaux, ils essayent d'avancer ensemble. C'est quand même une révolution. Je crois que ça avance vite. Ça avance vite et la technique, elle fonctionne très bien. L'être humain, avec des pratiques quand même qui ont duré longtemps dans un modèle donné, ont un petit peu du mal à suivre pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux. Pas pour tous, mais pour beaucoup d'entre eux. Vous avez vu que Cédrico est là. Est-ce qu'au nom des maires de France, vous avez envie de lui suggérer quelque chose ? Oui, je crois que ce qui est important, c'est effectivement d'accompagner les collectivités, les communes dans cette mutation-là, dans cet accompagnement des publics, parce que je l'ai dit en aparté, c'est pas des sommes énormes forcément quand je parle du papier, des cartouches. C'est surtout le temps de travail. Quand on a 1 ou 2 équivalents temps plein par équipement qui accompagnent les publics, alors bon, on ne s'est pas laissé envahir, on circonscrit, on dit c'est une demi-journée par semaine et pas plus. Il y a aussi d'autres dispositifs qu'on a développés sur l'accès aux droits, et les gens ne viennent pas uniquement pour faire leur démarche sur Internet, mais pour voir leur situation au global. Ça, c'est important. Il y a ça. Il y a la manière dont ça questionne aussi les pratiques professionnelles. Ça, c'est revenu de manière assez forte par nos travailleurs sociaux, notamment, qui nous disent on a les identifiants, on a les codes secrets de la CAF, parfois de la banque, parce qu'on vient nous questionner, parce qu'on a besoin d'éditer un RIB, de pouvoir justifier dans un dossier de surendettement de tel ou tel. Et les travailleurs sociaux sont vraiment perturbés dans leur pratique professionnelle avec cette façon de travailler-là. Donc, quelle garantie, quelle responsabilité d'abord pour eux
pour l'institution qui est l'employeur, d'avoir ces données extrêmement personnelles de personnes qui ont pourtant besoin d'être accompagnées. Ça concerne les travailleurs sociaux, ça peut aussi concerner des proches. Moi, quand mon président de département me dit pour l'APA, les familles, les anciens, les retraités ont des enfants qui peuvent faire la démarche à leur place. Ben, en termes de dignité, je ne suis pas sûre qu'un retraité ait forcément envie de donner ses ressources à son enfant. Cédrico, je me tournais vers vous, pardonnez-moi, on vous réentendra, hein, Madame Rochas. Vous avez envie de commenter ou je continue ma visite des territoires? Non, mais je peux peut-être commenter, parce que j'ai beaucoup de choses qui ont déjà été dites, et puis ça permettra de construire la discussion. Alors, plusieurs éléments. D'abord, plus globalement, je pense que la question de la transformation numérique est un défi pour la puissance publique, qui est un énorme défi. Pour la puissance publique en règle générale, pour l'État, pour les collectivités territoriales, pour les institutions. Alors, il y a le sujet de l'inclusion numérique en tant que telle, et si on se dit les choses, la manière dont l'ensemble de la société a évolué. On parle de la numérisation de la dématérialisation des démarches, qui est la version émergée et qui est la plus énervante et celle avec laquelle les Français se heurtent au quotidien, mais ça va plus largement, ça va plus large que ça. En tout cas, la question de la dématérialisation des services publics aujourd'hui est vécue par une partie des Français comme ce que vous racontez, mais que moi je vis au jour le jour quand je me déplace, et d'une violence sociale et d'une violence sociétale extraordinaire. Et c'est vrai de l'impression de déclassement et de l'impression que ça renvoie de l'image de soi-même, de plus être autonome dans la gestion d'un certain nombre de choses. Mais là où je dis que c'est plus largement la transformation numérique de la société, c'est que je pense que derrière ces questions de compétences de base se posent énormément d'autres questions. On parlait tout à l'heure avec Marie-Laure Denis de comprendre en fait ce monde qui change extrêmement vite, la question de vie privée, la question de manipulation de l'information, l'usage de plus en plus récurrent d'algorithmes pour prendre des décisions ou dans des comportements de vie quotidienne. Et on a un sentiment à la fois d'abandon et de déclassement de la part des Français qui est extrêmement violent et qui aboutit au bout du bout à des mouvements comme ceux des Gilets jaunes qui viennent évidemment additionner des fractures, mais la fracture numérique et la technologie est une part du problème. Et il y a des responsabilités à divers niveaux. L'État porte sa part de responsabilité, la puissance publique en règle générale. Je pense, c'est le lien avec la discussion ensuite avec Julien de Normandie, traditionnellement, la vision qui a été celle de l'État, et c'est assez transpartisan, hein, était de dire, bon, en fait, on va déployer la fibre ou déployer le réseau, et ensuite les gens vont se débrouiller, tout va très bien aller. Et en fait, la vérité, c'est que vous avez beau déployer la fibre et déployer le réseau. D'abord, il y a effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Bonneau, 13 millions de Français qui n'utilisent pas Internet, donc qui se sentent sans aucune compétence numérique, ce qui n'est pas totalement vrai, on pourra y revenir. Donc ça fait quand même un Français sur 5. Ça, c'est la première chose. Et si je peux ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, c'est que parfois, vous savez très bien vous en servir, mais la dématérialisation des sites de services publics a été menée rapidement, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que on a tous connu cette impression-là. Vous allez sur le site internet, vous n'êtes pas dans la première liste déroulante, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse email, vous vous retrouvez face à un mur et complètement démuni, parce que jusqu'ici il y avait des guichets, et donc les personnes au guichet intérieur savaient contourner les problèmes, savaient comment gérer le problème. Le numérique, c'est 0 ou 1. Si vous n'êtes pas dans la première liste déroulante, vous n'allez pas à l'étape d'après. Et donc, je pense que c'est assez systémique, c'est-à-dire qu'il faut reprendre les choses. Si on va un tout petit peu dans le détail, et puis après on creusera, je pense qu'il y a plusieurs choses. Et si on parle spécifiquement des services publics, il y a, j'ai dit, 13 millions de Français qui n'utilisent pas Internet. Il y en a, si on regarde les études, la moitié qui peuvent être formés, la moitié qui ne le seront jamais. Donc il y a une partie de la réponse qui est dans le déploiement des maisons France Service, c'est que à titre personnel, je pense qu'il faut faire des choses assez basiques comme réintroduire des numéros de téléphone, réintroduire des adresses e-mail, que vous ayez quelqu'un au téléphone qui puisse vous accompagner. Le privé fait ça très bien, le public le fait encore très mal. Et donc, il faut faire des choses très basiques pour que les gens puissent s'en sortir. Il n'empêche qu'il y a des gens qui ne réussiront jamais à le faire. Et donc, il faut faire en sorte que des gens à côté de chez vous puissent le faire à votre place. La deuxième chose... alors, pardon, je viens ici, et là, vous posez une question qui est le quotidien, effectivement, des travailleurs sociaux et des médiateurs numériques. C'est que quand on dit que il faut faire à votre place, ça ouvre des questions d'incertitude juridique qui sont très grandes. Parce que
s'il faut faire la déclaration d'impôt de 6 millions de Français à leur place, c'est-à-dire qu'ils vous donnent leur code, ils vous donnent leur login, leur mot de passe, on voit l'énorme champ de contestation que ça ouvre. Et d'ailleurs, certaines mairies refusent qu'on le fasse à leur place parce que qui est responsable s'il y a une erreur de déclaration? Il n'y a aucune traçabilité. Alors là, ce qu'on déploie à partir de l'année prochaine, c'est ce qu'on appelle Aidant Connect, qui est une formalisation du cadre juridique dans lequel ça se fasse. C'est-à-dire que Monsieur Bonneau le fait à ma place. Il y a un moment, une formalisation directement intégrée au site de la démarche qui dit en fait c'est Monsieur Bonneau qui le fait à ma place parce que moi je ne sais pas le faire. Au moins ça sécurise les dents et c'est la première chose à faire. Alors en attendant il faudra continuer à passer par le système D parce qu'on ne va pas arrêter de le faire à la place des gens. La deuxième chose c'est la question de la formation des gens. Et là, par rapport à ce que vous dites, je pense que, mais ça pourra faire l'objet d'un débat avec la salle, il faut d'une certaine manière séparer le métier d'aidant et le métier de médiateur numérique. Et c'est au cœur du sujet des travailleurs sociaux. C'est que c'est pas la même chose de faire à la place d'eux et de former quelqu'un à l'usage du numérique. D'ailleurs, former quelqu'un à l'usage du numérique, ça va au-delà de la simple compétence, ça va sur l'acculturation au numérique. Et aujourd'hui, il y a en France énormément de lieux de formation au numérique. On estime, la mission Société numérique estime qu'il y a à peu près 5000 lieux de médiation numérique. Un lieu de médiation numérique, ce n'est pas la même chose qu'un centre social. C'est-à-dire que c'est un endroit où vous avez une pédagogie spécifique qui vous permet de devenir autonome. Et on l'a dit, sur les 13 millions de Français, on estime qu'on peut en former la moitié. Mais ça prend du temps, c'est de la pédagogie particulière. Et donc il faut réussir à la fois à mettre en compétence, à faire monter en compétence et à mettre en visibilité ces lieux-là. Nous, on a lancé une première initiative cette année qui est le pass numérique. Grosso modo, le pass numérique, c'est quoi? C'est vous allez à la CAF ou à Pôle emploi, la personne au guichet se rend compte que vous ne savez pas être autonome. Alors, à l'instant T, elle va faire votre place et elle va vous donner une espèce de ticket de chèque restaurant qui vous permet de vous faire former à côté de chez vous. Donc, on le déploie dans 48 collectivités, principalement des départements et des EPCI. Et ça marche. Honnêtement, les premiers retours qu'on a sont excellents. C'est-à-dire qu'il faut environ 70 € pour former quelqu'un aux compétences de base au numérique. C'est cofinancé État, collectivité territoriale. La question qui va être celle des mois à venir, c'est à la fois la mise en visibilité de ces 5000 lieux où on peut se faire former à côté de chez soi et la massification du financement de ces passes numériques. Je pense que c'est indispensable. C'est-à-dire, je pense qu'il faut être au niveau de l'attente parce que on voit qu'on est dans une société qui bouge extrêmement vite et où il y a des demandes très contradictoires de je veux de plus en plus de services accessibles la nuit et qui sont au même niveau de qualité de service que ce que j'ai quand je vais sur Le Bon Coin ou sur Facebook. Et pourquoi le service public il n'est pas au même niveau de qualité de service? Et de l'autre côté, des gens qui disent mais ça va beaucoup trop vite. Et donc, je pense qu'au fond, la question qui se pose est une question de quelque part de faire société. C'est-à-dire que la question qui se pose, c'est une question de service public et de faire société à l'heure du numérique. Et ça nécessitera probablement un engagement encore plus grand du gouvernement, y compris financier. Mais il ne peut pas le faire tout seul. Parce que ceux qui ont la proximité avec les Français, ceux qui ont la proximité et ceux qui se prennent en fait la vague des gens qui sont exclus numériquement, c'est bien évidemment la CAF, la CNAV, Pôle emploi, mais c'est aussi les mairies à travers les points de médiation numérique. Et donc c'est pour ça qu'on doit réussir à construire quelque part des nouvelles alliances et à faire en sorte que le rôle de l'État, ce soit à la fois de financer en partie, de mettre en cohérence et de faire monter en compétence ces lieux de médiation numérique. Cédrico, je vous propose de découvrir un deuxième témoignage, celui du maire de Vénarel-et-Lôme, c'est dans le 21. Patrick Molinos, bonjour. Bonjour. Peut-être une petite réaction par rapport à cet échange ou bien on va vers cette spécificité qu'ont les communes de Franche-Comté et de Bourgogne. Quelle est-elle au regard de l'inclusion numérique ? Alors, vous dire que je parle, c'est toujours mieux de dire d'où on parle, donc vous avez raison, je suis là parce que je suis vice-président de l'AMF et maire de Vénarel-et-Lôme, mais aussi parce que je préside un GIP qui rayonne sur la totalité du territoire de Bourgogne-Franche-Comté, dont je suis aussi vice-président au numérique, et que nous avons comme mission depuis 10 ans d'accompagner nos adhérents, essentiellement 1700 adhérents, essentiellement des petites et moyennes communes, dans l'appropriation de la numérisation au sens large. On est né au départ autour de l'enjeu de la dématérialisation des marchés publics. C'était ça
la finalité du GIP il y a 10 ans. Et depuis, on a développé toute une série de services et d'accompagnement. Et on est en train de vivre une révolution qui doit nous amener à devenir une espèce de forme de direction des solutions numériques, pour ne pas dire une DSI, et on ne peut pas substituer aux communes, mais plutôt apporter des solutions numériques à 90% des collectivités qui n'ont pas d'ingénierie numérique. Ce qui est quand même la réalité des collectivités de ce pays. La Bourgogne-Franche-Comté, c'est 3700 communes à peu près, 90% ont moins de 3500 habitants, 70% ont moins de 500 habitants. C'est pour ça que il faut toujours qu'on rapporte le discours à la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Et toutes ces communes, elles ont souvent l'argent pas souvent. En revanche, cet agent de service public, ce couteau suisse de la République, qui est la secrétaire de mairie, qui fait tout, mais qui n'est de ce fait pas hyper spécialiste et certainement pas de domaine aussi complexe que ceux du numérique. Donc, je parle de ces deux points de ces deux points de vue, de ces deux postures. Le GIP, territoire numérique, dans cet apport, constate, comme vous le dites, Monsieur le Ministre, sauf que, et comme on dit tous, un écart important pour nombre de nos concitoyens au numérique. Sauf que moi, je pense que c'est la moitié de la population. Ce n'est pas les 13 millions qu'on nous sort depuis 10 ans. Il y a au moins la moitié de la population qui est peu ou pro éloignée du numérique. L'INSEE a sorti il y a un mois l'étude qui parle de 16% d'électronisme, donc totalement éloigné. Mais entre celui qui est totalement éloigné et celui qui n'est pas capable tout simplement de faire une déclaration d'impôt, et quand je dis tout simplement, pardon, sur Internet, il y a une palette de situations extrêmement diverses. Donc ce sentiment d'éloignement, ce n'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité. Et selon les territoires, selon les âges, les niveaux de formation, l'accessibilité au très haut débit, monsieur le directeur, vous y travaillez, nous y travaillons, eh bien les situations sont très variables. Et il y a sans doute des territoires dans lesquels c'est plus de la moitié de la population qui n'est pas à l'aise. Et si on ne sait pas relever ce défi, vous avez raison, Monsieur le Ministre, on va accroître des fractures dont les conséquences socio-économiques et politiques sont considérables. Dans le cadre de cette réduction de fractures, le GIP, donc, dont vous parlez, quelle est son actualité? Quel est un peu son fer de lance ou son idée, son intuition? L'intuition, déjà, c'est que toutes les collectivités qui n'ont pas d'ingénierie numérique devraient nous rejoindre pour qu'on soit plus fort et qu'on puisse apporter une parole publique d'intérêt général, parce que ça aussi, c'est important. On est parfois confronté simplement à des éditeurs de logiciels, à des gros acteurs privés qui nous racontent ce qu'ils veulent et ce qu'ils savent, et sans expertise de notre côté, on se sent parfois démuni. Donc on a besoin d'une parole publique d'intérêt général. Moi, je pense qu'il faut qu'on assoie un véritable service public numérique. Pas la numérisation des services publics, ça c'est autre chose. Mais il faut faire du numérique un véritable service public. Et on peut y contribuer à notre échelle, c'est un peu le but. On a dans ce cadre été lauréat de l'appel à projet Hub France Connecté à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, avec cette mission de voir comment on peut faire de la médiation numérique à grande échelle, de manière uniforme, sur la totalité du territoire. Ça, c'est le grand enjeu du GIP pour les 18 mois qui viennent. Alors, ce que vous appelez de la médiation, c'est quoi? C'est de former des médiateurs, des aidants C'est participer à la réduction de l'écart entre je sais et je sais pas, entre je sais pas et je sais. Donc, c'est à la fois identifier correctement les populations, ce qui ne va pas de soi, qui est éloigné et à quel niveau d'éloignement je me situe. Encore une fois, ce n'est pas la même chose si je n'ai jamais ouvert un ordinateur de ma vie ou si simplement je l'utilise pour des fonctions ludiques. Donc il faut identifier et puis ensuite il faut un référentiel pour dire où on amène ces gens. C'est quoi le niveau et qui intervient? Le pass dont vous parlez, Monsieur le Ministre, nous on est un petit peu frileux en Bourgogne-Franche-Comté sur le sujet, en tout cas la région, parce qu'on pense que c'est un peu la charrue avant les bœufs. On aimerait bien d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut avoir ce référentiel de formation avant de dire vous avez le chèque restaurant. Le chèque restaurant c'est bien, mais il faut savoir si le restaurant derrière amène la bonne réponse. Et on n'est pas certain que ça soit partout le cas de manière uniforme. Donc il faut qu'on travaille aussi sur ce référentiel de qu'est-ce qu'on apporte. Et puis il faut après que l'on apporte aussi des outils, qu'on aide les aidants
Alors les aidants, ça peut être... Là, je ne parle pas de l'aidant dont vous parliez tout à l'heure, je parle de celui qui va réellement former et accompagner la personne à l'autonomie, cette catégorie-là. Il faut lui amener des outils, parce que sinon, le nombre d'acteurs qu'on a sur le territoire, il y a des gens extrêmement performants, des associations extraordinaires, vous avez parlé d'Emmaüs Connect, des fondations privées, il y a des choses magnifiques, et puis il y a des choses parfois un peu plus... comment dirais-je, qui mériterait d'être un peu cadré, qui mériterait d'être un peu plus suivi pour qu'il n'y ait pas trop de déperdition et de déperdition d'argent public. Donc on doit travailler à cette identification-là du référentiel et des acteurs pour que si argent public il y a pour accompagner, il aille au bon endroit. Monsieur Sauvagne. J'aurais voulu faire une petite incise. Si je comprends bien, à travers les deux échanges qu'on vient d'avoir là, on a identifié en réalité des zones grises de l'inclusion numérique, au même titre qu'on se bat aujourd'hui contre les zones grises de la couverture du territoire, avec cette frange de la population entre deux. Juste pour rebondir ça, je pense qu'il n'y a pas de zone grise de l'inclusion numérique. Il y en a partout des problèmes d'inclusion numérique. C'est-à-dire que j'avais cette discussion avec l'un des candidats à la mairie de Paris. Je pense qu'aujourd'hui, même l'inclusion numérique à Paris mériterait d'être renforcée. C'est que je pense qu'en fait, il y a une partie d'invisible de la République qui... D'abord parce que c'est pas facile en fait d'expliquer que vous êtes complètement en dehors de ce monde tel qu'il va. Je pense qu'à Paris ou dans les grandes métropoles, vous avez une part de la population qui n'est peut-être pas de 20 ou de 50%, mais qui est de quelques pourcents, mais ça fait quand même plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs de millions de personnes à la fin, qui se sentent complètement déclassées. Après, il y a des endroits, de toute évidence, dans la ruralité, dans les quartiers politiques de la ville, où c'est encore plus exacerbé et où le sentiment d'exclusion numérique, la fracture numérique, vient s'additionner avec des fractures géographiques, des fractures de mobilité. Mais donc je pense qu'il y a, en tout cas, il y a un sujet de service public très profond qui est indispensable. Pour rebondir sur ce que disait Patrick Molyneux, je pense que ça rejoint en fait quelque part ce que je disais. C'est qu'il y a beaucoup d'initiatives. Le sujet aujourd'hui, c'est de faire monter en compétence généralement ce qui existe, c'est-à-dire il y a des choses très bien, Emmaüs Connect, vous l'avez dit, il y a plein de collectivités qui font des choses extrêmement bien, et de les mettre en visibilité. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une étude de la Gazette des communes qui dit grosso modo que la plupart des communes ne savent pas ce que l'État fait et la plupart des acteurs ne savent pas ce que l'État fait. Donc il y a une question de dynamique collective. Après, est-ce qu'on met d'abord le pass ou est-ce qu'on met d'abord le lieu ? C'est un peu la poule et l'œuf, quoi. C'est-à-dire que les lieux refusent ne veulent pas entrer dans une démarche de labellisation qui pourrait être celle de l'État et qui là jouerait son rôle de faire monter en compétence, de labelliser, ou en tout cas via les hubs territoriaux qui existent, tant qu'il n'y a pas les passes. Mais je pense que les deux en fait vont ensemble. Et là où on se rejoint, c'est que le sujet maintenant, c'est monter en compétence et massification. Peut-être terminer avec vous, Monsieur Molyneux, avant d'écouter Madame Pénaud, sur le financement, le business model aujourd'hui de cet accompagnement, de cette formation, de cette aide aux aidants. Premièrement, et plus largement, ce qui interroge chacun de nous dans cette salle, c'est quel est le rôle que vous définissez des élus, maires et présidents de PCI dans cette réduction de fractures. Est-ce qu'ils sont en première, deuxième, troisième ligne, où sont-ils ? Sur le modèle économique, c'est un des éléments sur lequel on doit travailler. C'est un peu difficile de vous donner les conclusions avant la fin du travail. Ce qui est important, on sait bien que, moi je pense qu'au final, les collectivités seront largement sollicitées. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, le sujet de l'inclusion, il concerne aussi les acteurs privés. Alors moi, je suis extrêmement attentif à avoir, encore une fois, je le redis, une parole publique d'intérêt général qui objective les choses. Mais beaucoup d'acteurs privés sont dans la dématérialisation, évidemment, parfois même avant nous. Et ils ont eux aussi intérêt à ce que les citoyens qui, là, pour eux, ne sont pas des usagers de services publics, mais des clients, soient en capacité d'utiliser correctement leurs outils. Ce qui amène des grands acteurs, encore une fois privés ou à la frange, du public et du privé, à s'intéresser à cette question de l'inclusion. Et donc il faut pouvoir leur parler. Les assureurs se posent, ou des assureurs se posent ces questions-là. La Poste, qui vit une révolution extraordinaire, se pose ces questions-là. Donc dans les modèles économiques à inventer, ou en tout cas les mobilisations de fonds, je pense qu'il faut trouver des outils
alors pour ma part à pilotage public, mais dans lesquels on ne s'interdit pas d'avoir des partenariats avec des acteurs privés qui ont un intérêt, parce que c'est l'intérêt de la société française que d'accompagner tous les citoyens à une meilleure maîtrise, une meilleure compréhension des enjeux du numérique. La présidente de la CNIL, dans son domaine tout à l'heure, évidemment, ne disait pas autre chose. Après, je crois, moi, que le rôle des communes et des intercommunalités, mais le rôle des communes, est absolument vital et essentiel. Et ce que Chirol nous a montré tout à l'heure, nous a exprimé tout à l'heure, est exemplaire, évidemment. Le premier niveau d'interaction avec nos concitoyens, le premier réceptacle souvent du mécontentement, parfois du contentement, c'est quand même la commune, la secrétaire de mairie, la médiathèque, l'accueil de la crèche, etc. Et donc nous sommes dans un quotidien de relationnel avec nos concitoyens qui nous place naturellement dans un rôle, à mon avis, au moins sur l'identification, extrêmement important sur ce sujet de l'inclusion numérique. Après, si nous prenons conscience de tout cela, nous aurons, je crois, et nous aurons besoin d'aide de l'État, mais nous serons en première ligne, surtout si on arrive à formaliser cette affaire, cette idée d'un véritable service public numérique. Madame Rochas. Oui, je voudrais dire quelque chose que j'ai omis. Il y a quand même une préconisation du défenseur des droits sur justement le tout numérique et comment on peut imaginer aller un petit peu moins vite, parce que c'est quand même une grosse machine, et comment on peut laisser peut-être un laps de temps pour qu'on ait aussi la possibilité pour les personnes qui le souhaitent de pouvoir continuer à utiliser des supports papier si c'est plus simple pour eux. On le voit dans les utilisations. Certains impriment l'imprimé qui est en ligne, le remplissent à la main, puis ils vont le re-remplir. En fait, ils savent parfaitement faire, mais ils ont besoin de cette réassurance de ce temps-là. Les anciens, ils communiquent, hein. WhatsApp, moi, ils m'ont appris Skype. Ils font plein de choses, avec leurs petits-enfants notamment. Les jeunes, ils sont H24 sur les écrans, mais allez les faire s'inscrire sur Parcoursup. Voilà, ils savent, ils connaissent l'outil, ils connaissent l'environnement. Je pense qu'il y a une guidance à apporter et qu'il faut qu'on se laisse un petit peu le temps pour ça. Valérie Pénaud, vous êtes... Pardon, je veux juste aller dans son sens, pardon. Le rapport, si vous ne l'avez pas lu, le rapport de Jacques Toubon, du Défenseur des droits, du 17 janvier, daté du 14 de cette année, lisez-le. C'est vraiment, je pense, une base. Alors, ça peut sembler parfois un peu, certains pourront dire de trop grande précaution. Moi, je pense que c'est la base, vraiment, comme vous le dites, de la compréhension des enjeux. Parce que si on veut que ça passe, le numérique, il faut que ça soit accepté. Je pense qu'on peut aussi lire les comptes rendus des réunions de grand débat national où il y avait beaucoup de témoignages et de cris du cœur, autant de désarroi que de colère sur ce sujet. Peut-être, Cédrico, sur ce rapport, vous l'avez lu, comment vous l'avez... Non seulement je l'ai lu, j'ai vu Jacques Toubon à plusieurs reprises. Non, je suis profondément d'accord. Je pense que ce qui est en jeu, c'est la relation de la puissance publique avec ses usagers. C'est que, en fait, et ce qu'on voit d'ailleurs dans les études sociologiques, c'est que ce sentiment de déclassement est à la base, et vous l'avez dit, d'une colère vis-à-vis de l'État, de ses fonctionnaires et d'ailleurs de la puissance publique en règle générale, qui est très très forte, et vous l'avez dit, dans quasiment tous les comptes rendus de réunions publiques physiques du grand débat, physique parce que évidemment en ligne c'est pas exactement la même chose, le numérique est évoqué comme un facteur d'abandon ou un symptôme d'abandon, et je pense que c'est profondément le sujet. Je pense qu'il y a un sujet effectivement de laisser des voix autres que numériques. Il y a un sujet de penser quand on numérise à tout le monde. Je prends un exemple, quand vous faites votre déclaration d'impôt, ça marche très bien, y compris quand vous êtes malvoyant. Par contre, vous ne pouvez pas changer votre adresse quand vous êtes malvoyant. Donc c'est tout bête, mais à chaque fois c'est un message implicite de la puissance publique qui dit mais en fait je m'occupe pas de toi, un citoyen. Et donc je pense qu'une question qui est centrale, c'est celle de la manière dont on dématérialise et la qualité de la dématérialisation. C'est-à-dire quand on dématérialise, il faut prévoir ça pour tout le monde. Et prévoir par ailleurs qu'il y ait des voies de traverse, des chemins de traverse, et que si jamais les gens sont perdus, il y a un numéro de téléphone. Vous citiez tout à l'heure la déclaration de retraite. Il se trouve que mon père est étranger, il vit à l'étranger, c'est moi qui ai fait cette déclaration de retraite. Et pas de chance, il a été dans le privé, dans le public, il a été indépendant. Mais je m'en suis sorti, alors que Dieu sait si je fais partie des gens les plus avertis sur la manière dont fonctionnent les silos de la fonction publique. Je m'en suis servi parce qu'il y avait un numéro de téléphone. Je m'en suis sorti parce qu'il y avait un numéro de téléphone et que j'ai appelé quelqu'un et que j'ai dit je suis perdu.
Donc si même le secrétaire d'État au numérique, quand il fait la déclaration de retraite, enfin la demande de retraite de son père, il a besoin d'un numéro de téléphone, autant vous dire qu'une personne âgée au fin fond de la Lozère, elle ne va pas s'en sortir sans numéro de téléphone. Donc je pense que profondément, mais c'est pour ça la question qui se pose à l'administration, c'est quoi l'expérience de l'usager ? Et ça peut paraître assez basique de se poser la question comme ça, mais l'administration a eu tendance à fonctionner avec ses propres contraintes, ses propres silos, son propre vocabulaire. Je pense qu'il faut qu'on remette à la base en disant, mais en fait, c'est quoi l'expérience de la personne qui fait les démarches. On a eu, je finis très rapidement, un conseil des ministres la semaine dernière exactement sur ce sujet. Et ce que je disais à mes collègues, c'est faites vos démarches. C'est amusez-vous à faire vos démarches en ligne. Et vous allez apprendre des tonnes de choses. Madame Pénaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice d'un programme interministériel identité numérique depuis janvier 2018, je crois, 18 mois. Peut-être sur ce qui s'est dit jusqu'ici, vous avez envie de prospérer ou bien on avance sur le sujet que vous pilotez ? Mais on va faire les deux, on va avancer et prospérer en même temps, puisqu'en fait, ce dont je vous parlais, l'identité numérique, c'est une des pièces indispensables de la dématérialisation. Alors je vais en parler avec précaution, puisque mon programme dépend du ministre qui est assis à votre droite, donc par conséquent, vous comprendrez, je serai prudente dans la façon dont je m'exprime. Mais... Il vous libère. Il me libère, j'espère. Puisqu'en fait, on est évidemment tous dans en effet, ce mouvement, cette révolution, comme disait Madame Rochat, dématérialisation, avec les difficultés que l'on connaît. Mais il y a un élément indispensable, finalement, pour pouvoir accéder à n'importe quelle procédure, à n'importe quelle téléprocédure, à n'importe quel droit, c'est d'être en capacité de prouver son identité sur Internet. Alors moi, j'ai une carte d'identité dans ma poche. Alors, vous avez une carte d'identité dans votre poche, mais vous ne pouvez pas vous en servir pour prouver votre identité sur Internet. Donc aujourd'hui, vous vous débrouillez. Alors comment on va faire ? Alors aujourd'hui, on se débrouille. On a des mots de passe et des identifiants. On en a de nombreux. Alors on a déjà des procédures qui simplifient un peu le dispositif, comme France Connect, qui permet un peu d'unifier le dispositif. Mais on a quand même beaucoup de modes différents. Et puis, ce n'est pas toujours d'une sécurité suffisante. Donc on se réassure. On va vous demander de vous envoyer un scan de votre pièce d'identité. On va demander un justificatif d'adresse pour des procédures qui sont un peu sensibles. Mais tout le monde n'a pas un scan. Tout le monde ne gère pas des pièces jointes avec une facilité déconcertante. Et vous notiez très bien également je rebondis sur ce que disait également Madame Rochat, sur la nécessité de se réapproprier aussi le numérique. Votre identifiant mot de passe ou votre numéro qu'on vous a attribué, c'est pas complètement vous. Vous, c'est la personne, en effet, avec des données d'état civil qui figurent sur votre titre d'identité. Donc, l'objectif un peu de ce programme, c'est de sécuriser ces modes d'authentification en ligne, mais c'est également d'en faire un lien profond avec ce qui est important pour vous, votre identité, ce qui est évidemment, y compris pour des collectivités locales, a beaucoup de sens, parce que l'identité, c'est le cœur de la citoyenneté, donc ça fait écho à la salle où on se trouve maintenant. Et dans le futur, mais également pour certains usages, c'est vraiment le lien avec l'accès à vos droits, avec ce qui fait intimement partie de vous, la capacité donc de vous prouver. Alors, le lien avec la carte d'identité, je dirais plutôt le lien avec le titre d'identité, donc de façon plus large, parce que pour atteindre un niveau de sécurité important, alors la France n'est pas seule dans ce dispositif et dans cette évolution, on s'inscrit dans un cadre européen, qui fixe d'ailleurs des référentiels un peu techniques qu'il faut évidemment respecter. Et pour atteindre le niveau de garantie le plus élevé, on est obligé de concilier deux choses. Il nous faut protéger ces données d'identité dans un support cryptographique, une puce tout simplement pour le dire de façon très nette, donc dans un support physique si l'on peut dire, mais qui va pouvoir être lu évidemment en ligne. Alors ça pourrait être une clé USB qu'on achète, ça pourrait être une carte, n'importe quelle autre. Mais le deuxième élément, pour atteindre ce niveau de sécurité important, c'est qu'en plus, cet élément, ce support physique qui va vous permettre de prouver votre identité, vous soit délivré dans des conditions de sécurité la plus grande pour qu'on soit sûr que ce soit évidemment vous. Et finalement, aujourd'hui, en France, on n'a pas de registre unique de population, on ne se voit pas non plus interroger une base centrale très régulièrement. Ce qui aujourd'hui, dans la vie physique, vous permet de prouver votre identité, ce sont les titres d'identité. Alors aujourd'hui, on en a deux qui disposent déjà d'une puce et qui pourraient donc être utilisés pour l'identité numérique. Ce sont le passeport et les titres de séjour, mais ça ne couvre évidemment qu'une partie de la population. Demain, il y aura aussi
une carte nationale d'identité électronique dotée de cette puce qui vous permettra, vous, mais quand vous le souhaitez, à votre disposition, de pouvoir prouver votre identité sur Internet. Donc une carte physique, comportant une sorte de dispositif électronique. Une puce, comme vous avez dans votre carte bancaire. D'accord. Alors, vous me promettez le programme, il y a un livrable. Oui. Voilà. Cette carte, à partir de quand les mairies ou les préfectures la délivreront-elles? Alors, on en est au début du processus et l'initiative de la France s'inscrit opportunément, là aussi, dans une autre initiative européenne qui est un règlement qui prévoit la généralisation de ces cartes à l'ensemble de l'échelle européenne. Et donc, on s'inscrit dans un calendrier. Et le calendrier, c'est que ces premières cartes d'identité électronique, mais qui sont diffusées et déployées au fur et à mesure, commenceront à l'être à l'été 2021. D'accord. Donc on est dans le même système que l'ancien passeport où on se retrouve avec une carte en plastique. Avant c'était un petit livret, un petit Alors vous aurez opuscule. toujours votre passeport qui est toujours un petit livret parce que ça aussi c'est défini de façon européenne et même internationale. Mais vous aurez une carte d'identité qui va changer de format par rapport à celle que vous avez actuellement, qui va plutôt prendre la forme d'une carte bancaire, donc un format plus petit qui vous permettra de la mettre dans votre poche ou dans votre portefeuille, et pas comme celle que nous avons actuellement qui est un peu plus grande, mais qui sera dotée de cette puce également. Voilà. Très bien. La prochaine étape sur laquelle vous réfléchissez, et quelle est la place des maires dans votre démarche? Alors la prochaine étape, c'est en fait une étape de construction donc, de ce projet. Donc il faut évidemment réaliser la carte en tant que telle, mais finalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile, c'est la production d'un titre et on sait bien le faire. C'est plutôt de construire évidemment le parcours d'utilisation de cette carte comme un moyen d'identification électronique. Et ça ne se construit pas seul. Ça se construit avec des retours utilisateurs, avec une interrogation régulière au cours du projet des usagers pour que ce que l'on produise à la fin soit le plus ergonomique et le plus simple possible, parce qu'on a parlé beaucoup de médiation d'accompagnement, mais plus on anticipe dès le début dans le produit que l'on va finir sur la simplicité, sur le côté intuitif de son usage, et évidemment moins cette charge d'accompagnement est lourde, même si elle existe évidemment toujours. Et cette deuxième étape aussi, et c'est pour ça que je vous remercie aussi de m'avoir invité aujourd'hui, de travailler avec les collectivités locales, parce qu'elles ont évidemment un rôle natif dans la délivrance du titre. Ce sont les mairies aujourd'hui qui délivrent les titres. Ça ne changera pas et l'identité numérique n'ajoutera rien en plus. Mais évidemment, c'est un passage obligé. Et par ailleurs, elles sont aussi, bien sûr, des fournisseurs d'usage possible de cette identité numérique sécurisée. Et on a dès aujourd'hui besoin de construire cette promesse d'usage pour demain. Merci. Cédrico, peut-être sur ce rapidement, chantier. En termes d'inclusion numérique, c'est très important. C'est très important parce qu'on connaît tous ce phénomène où on nous demande, pour justifier de notre identité en ligne, d'uploader un justificatif de domicile, une photocopie de la carte d'identité. Et donc, en fait, la multiplication des choses des papiers qui sont demandés dans leur démarche en ligne est un facteur d'exclusion, puisque à chaque fois, pour des gens qui ne sont pas très à l'aise avec l'outil, ce serait beaucoup plus simple, quelque part, de biper la carte, de rentrer un code, comme quand on va au distributeur. Donc ça peut paraître un pas de plus dans la dématérialisation. En l'espèce, c'est le cas, c'est que ça permettra de faire des démarches complètement de manière dématérialisée, c'est-à-dire ouvrir un compte en banque, faire une demande de renouvellement de carte d'identité, des choses comme ça. Mais c'est aussi un facteur de simplicité pour des gens puisque ça internalisera tout un nombre de démarches qui aujourd'hui nécessitent d'avoir nombre de justificatifs. Et par ailleurs, pour l'État, c'est la base, c'est un peu technique, mais c'est aussi intéressant. On a toujours toutes ces démarches où l'État nous demande des informations que d'autres administrations ont. C'est-à-dire la CAF qui nous demande le revenu fiscal de référence, telle administration qui nous demande l'avis d'imposition, telle administration qui nous demande un justificatif d'aide de la CAF, etc. La capacité à numériser et à ce qu'il y ait une entité unique permettra qu'en fait l'État, les administrations puissent échanger de manière automatique les informations sans que vous ayez besoin à chaque fois de refournir les choses et de rechercher votre dernier justificatif de domicile, votre dernière attestation de je ne sais quelle administration. Et donc,
au-delà du pas en avant qu'on fait dans la dématérialisation, il faudra accompagner les populations là encore. Ce sera quand même un facteur de simplicité dans le quotidien qui sera absolument extraordinaire. Cédrico, on a encore 35 minutes ensemble. On a un peu défloré sans doute à travers cet échange quasi improvisé 2-3 points que vous souhaitiez développer. Comment on les organise ces 35 minutes? Est-ce que vous souhaitez continuer ou déjà on peut envisager un échange? Très bien. Alors je vais proposer à nos hôtesses et hôtes de se doter d'un micro et de vous doter d'un micro pour ceux, voilà, vous les piquez par là-bas, pas ici. Et l'échange avec les maires de France, présidents de PCI, démarre sous la houlette de nos deux présidents. S'il n'y a pas tant d'interventions que ça, vous prenez le relais. Alors, on a parlé technique, on a parlé psychologie sociale. Madame, je vous en prie. Bonjour, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs. Mylène Mazia, je suis élue de Guyane et j'aimerais partager avec vous une expérience que nous avons menée. Donc, au sein de notre collectivité, Rémière-Montjoly, 25 000 habitants, nous avons, en 2008, donc sur notre mandature 2008, fait le choix de créer une régie de quartier, donc dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et comme ça a très très bien fonctionné, dans les activités que nous avons menées, nous avons créé du recyclage d'ordinateurs, donc du réemploi. Et à partir de ce réemploi d'ordinateurs, nous avons créé... ça allait au-delà, ça a fonctionné au-delà de nos espérances. Et à un certain moment, en termes d'activité, on était au sein de notre régie avec plus de 80 salariés. Donc nous avons fait le choix de créer un groupe économique et social avec notre régie de quartier, un atelier de recyclage d'ordinateurs et une association de formation. Et dans le cadre du recyclage d'ordinateurs, il y a eu une demande sur le territoire, effectivement, en lien avec la fracture numérique, de permettre aux familles qui étaient éloignées de cet outil informatique de pouvoir leur vendre, leur vendre, même si c'était un coût modique, des ordinateurs reconditionnés. Et puis, on a créé un nouveau concept qui est... Donc, en métropole, on appelle cela des espaces publics numériques, des cybercafés. Mais en Guyane, on l'a appelé la cybercarbée. Donc, on l'a adapté au territoire. Et on s'est rendu compte au sein de la commune que l'espérance et le besoin étaient au-delà de la commune. Et là, on a fait preuve d'intelligence territoriale, puisqu'on a fait en sorte que les cybercarbés que nous avions créés sur la commune de Rémière-Montjoly, on puisse les implanter au fur et à mesure sur les différentes communes de Guyane. Et aujourd'hui, l'association que nous avions créée à l'époque, qui est Guyaclic, a signé avec Orange un contrat d'inclusion numérique et a été lauréat des Assises des Outre-mer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en tant que collectivité, il faut vraiment ne pas hésiter, même si on démarre par des petits maillons, mais ces petits maillons, comme les petits poussés, peuvent nous amener sur de grands chemins. Aujourd'hui, c'est plus de 10 cybercarbés qui sont implantés sur le territoire. Et en fait, on répond vraiment à la question de la fracture numérique. Mais je vous ai parlé du groupe que nous avions créé. Dans le cadre de notre groupe, nous avions créé aussi une association de formation pour former les jeunes, les personnes des associations. Et nous avons permis aux salariés de Guyaclic de suivre une formation en e-learning sur Paris avec l'Université de Limoges. Et nous avions eu 14 jeunes formés en tant que médiateurs numériques. Mais vous avez évoqué tout à l'heure dans vos propos la question du coût de la formation. Et effectivement, être médiateur numérique et être aidant numérique, ce n'est pas pareil. Mais aujourd'hui, la demande est tellement importante qu'il faut effectivement, vous l'avez évoqué, poser la question de l'aidant numérique et puis de sa capacité, madame, vous l'avez évoqué, sur les questions d'accès au code,
des personnes qui le suivent, d'accès aux documents. Là, ça reste pour moi le point d'interrogation parce qu'il y a énormément d'enjeux, mais de responsabilités par rapport à ça. Et puis, il faut aussi penser à la possibilité, nul humain n'est infaillible, de la fraude qui peut être associée à la transmission des éléments que l'on met à disposition des aidants numériques. Merci. Merci, madame. Sur la question de la fraude et de la nécessité de formaliser le cadre, c'est ce que je disais sur aidants numériques. Donc, pour le dire très concrètement, on a investi, je crois, entre 600 000 et 1 million d'euros là-dedans. On déploie à partir du 1er janvier de l'année prochaine en test Aidants Connect dans un certain nombre de collectivités, l'objectif étant de généraliser à partir du 2e semestre. Je pense que ce qui est très important dans ce que vous dites, et qui d'ailleurs rejoint mon vécu et ce que je vois dans les territoires, c'est-à-dire que le sujet de l'inclusion numérique et des lieux d'inclusion numérique n'est pas qu'un sujet de rattrapage et de formation des gens. Ce qu'on voit, on le voit dans le village d'Arvieux, on le voit partout dans les milieux de médiation numérique, à la quincaillerie numérique à Guéret, des choses comme ça, des lieux que j'ai visités, c'est que en fait, à travers l'entrée qui est d'inclusion numérique, souvent on va chercher nombre de thèmes et on crée des lieux qui recréent de la sociabilité et de l'attractivité dans les territoires. Vous prenez le Fait-Tout connecté dans l'Aisne, c'est un endroit au milieu d'un territoire rural avec une crèche, un espace de coworking, bien une maison France Service, des lieux d'inclusion numérique, mais l'inclusion numérique et le numérique n'est que une des composantes et un prétexte à la récréation de lieux qui sont des lieux de sociabilité, des lieux d'attractivité, mais qui vont chercher derrière la question de la formation, parce que si vous regardez la quincaillerie numérique, vous allez chercher derrière les formations de la grande école du numérique, la découverte d'un certain nombre de jeunes filles du village ou de jeunes garçons du village de broderie électronique et de choses comme ça. Et donc, ce que vous disiez à travers la récupération des ordinateurs, c'est que derrière l'inclusion numérique, qui est une vision de rattrapage, en fait, la question qui se pose, c'est comment on fait pour viabiliser ces lieux qui sont devenus des lieux de centralité et des lieux de sociabilité dans les territoires. Vous disiez en Guyane, mais ça peut être vrai dans un quartier politique de la ville, ou ça peut être vrai en réalité. C'est pour ça qu'on a eu l'approche par le chèque numérique, par le pass numérique, dans lequel à la fois l'État, les collectivités territoriales peuvent investir, mais je pense qu'il faudra aussi aller chercher des partenaires privés qui peuvent être intéressés à la chose. C'est qu'il faut apporter en fait des éléments de viabilité à ces lieux, et que sur le long terme, ils aient un modèle économique qui se développe, qui sera porté en partie par le pass numérique. Parce que la question, au-delà de la formation des gens, ce n'est pas qu'une question de rattrapage, c'est une question de viabilisation du modèle économique de ces lieux qui apporte autre chose que des pures questions de formation au numérique. La formation au numérique, c'est important, mais ce n'est pas quelque part le plus important. Le plus important, c'est ces lieux qui deviennent des lieux de sociabilité, des lieux d'attractivité où se recréent un certain nombre de services publics au sens large. On parlait de crèches, on parlait de grandes écoles du numérique, donc de formation au code pour des territoires entiers. Madame, bonjour à vous. Bonjour, je suis Élodie Letellier, secrétaire de mairie à la mairie d'Yville et d'Ectomar, donc 2 communes, une de 500 habitants, une de 250. Et je m'aperçois que le numérique, ça nous a apporté beaucoup de dépenses supplémentaires, notamment en termes d'obligations de transmission des actes par l'application Acte, donc l'achat d'un nouveau certificat de signature électronique, d'une part, l'obligation de faire appel au RGPD d'autre part. Et là, on voit que nos habitants n'ont pas accès à Internet. Je parle pour ma petite commune de 250 habitants. J'ai eu Orange au téléphone qui m'a dit qu'on avait 8 logements qui ne pouvaient pas avoir accès à Internet et que nos habitants allaient devoir faire appel à du satellite, donc une installation très onéreuse, pour y avoir accès. Donc ça, c'est pas normal qu'on ne puisse pas proposer aujourd'hui à nos habitants un accès déjà à Internet. Et je vois aussi dans les gens que je reçois aux permanences, des gens qui n'ont pas d'adresse électronique. Donc je suis obligée de leur en créer une. Je leur crée leur identifiant pour qu'ils puissent faire la demande de carte d'identité. Donc je dispose de leurs données personnelles.
Et ça, ce sont des problèmes qui sont tous les jours, que l'on rencontre tous les jours. Mais on n'a rien pour nous aider, pour nous dire comment on doit procéder en mairie pour faire face à ce genre de problème. Il n'y a pas un schéma, une procédure pour nous aider en tant que collectivité. Et on est absent, j'ai l'impression que nous sommes absents. Internet avance, la numérisation avance, mais on se retrouve derrière. C'est-à-dire qu'on est victime, comme les administrés, de cette avance du numérique qui va très vite, et on est en arrière. Et on essaye de pallier comme on peut à ces problèmes. Juste une petite question, madame, si vous me permettez. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir des identifiants, des mots de passe, des informations confidentielles, de moins en moins, mais sur vos administrés? Alors, en tant que secrétaire de mairie, je suis fonctionnaire, donc je suis tenue au secret professionnel, et ces éléments, je ne les conserve pas. Je les transmets à mes administrés, et si mon ordinateur me propose de les enregistrer, je ne les enregistre pas. Voilà. On demandera peut-être tout à l'heure, Cédrico, à Madame Brochat, ces travailleurs sociaux, les informations confidentielles, d'aller un petit peu plus loin dans le malaise qu'elles éprouvent, parce qu'après tout, elles sont habituées aussi à être dans l'intimité des individus. Je vous en prie, Monsieur le Ministre. Non, mais le quotidien avec les mots de passe, moi, le nombre de travailleurs sociaux qui me montrent les cahiers où, pour Madame X, ils ont tous ces logins, tous ces mots de passe, parce qu'il y a la CAF et la CNAV, il y a la NTS, et que par ailleurs ils les conservent parce que Madame X, elle va les perdre, et que c'est encore plus la galère si le lendemain il va falloir... Bon, donc c'est effectivement le quotidien des gens. D'où le sujet et dans Connect, qui est de dire, en fait, je me log une fois, je vous donne délégation pour faire les démarches à ma place, une fois, et je le dis, je le donne délégation pour la CNAV, blablabla, et vous ensuite, vous avez officiellement, et en tout cas ça vous sécurise vous, le droit de le faire, et vous vous connectez avec votre propre login, vous dites je le fais à la place de Madame X, etc. Bon, c'est pas la panacée des choses, bon, au moins ça vous sécurise. En même temps, je vais pas vous mentir, dans l'attente, il faut continuer à faire ce que vous faites, parce qu'on va pas ne pas faire pour les gens. Et donc, on va continuer à faire, à la place d'eux, mais sinon, ça ne marchera pas. Et d'ailleurs, dans les maisons France Connect, dans les maisons de service au public, c'est ce qui se passe. Et je pense que ça fait partie des accommodements raisonnables à l'instant T. C'est qu'on ne va pas déployer un truc qui va... Bon, de toute façon, tout le monde a... C'est du bricolage, c'est très insatisfaisant, c'est très frustrant, même y compris en tant que secrétaire d'État au numérique, mais... Bon, en attendant, voilà. En tout cas, on a un plan de marche ambitieux pour faire en sorte qu'on sécurise votre échange sur ces éléments-là, mais c'est indispensable. Demain, pour les fonctionnaires qui vont être en maison France Service, déjà aujourd'hui d'ailleurs, et puis pour les travailleurs sociaux qui, eux, sont vraiment confrontés au sujet de manière industrielle. Ça, c'est la première chose. Les deux éléments ensuite que vous évoquez, c'est, première chose, le déploiement de la fibre, le déploiement du satellite. Alors, je ne veux pas écarter ma responsabilité, mais c'est plutôt le sujet de Julien de Normandie qui arrive juste derrière. On s'est réparti la responsabilité en disant que lui faisait les tuyaux et moi les usages, ce qui évite qu'on se marche sur les pieds. Bon. Après, de facto, lui, il sera plus détaillé sur le sujet. Le plan de raccordement du gouvernement en termes de fibres, plus le plan des réseaux mobiles, probablement que dans les territoires, vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite. Il faut juste vous rendre compte que le niveau de déploiement aujourd'hui qui a lieu n'existe nulle part dans le monde. Il y a 16 000 maisons qui sont connectées par jour à la fibre. 16 000 maisons qui sont connectées par jour. Voilà. Alors, je viens sur votre sujet. Et le sujet qui est de dire à la fin, très bon débit bon débit pour tout le monde en 2020, très bon débit pour tout le monde en 2022, il sera tenu. Certains éléments, au bout du bout de chaîne, devront être faits par d'autres choses que de la fibre. Je ne vais pas vous dire le contraire, et c'est d'où les lancements de nouveaux satellites, et il y a certains éléments. La question, c'est comment on accompagne les gens, effectivement, parce que ça coûte, je crois, 130 € pour avoir l'antenne. Bon, alors 400 € pour avoir l'antenne. Ça me paraît très cher, 400 € pour avoir l'antenne. Bon.
c'est pas les ordres de grandeur. Mais donc il y a des réflexions pour faire en sorte que ce dernier kilomètre, parce que ça coûte quand même moins cher dans certains cas d'envoyer du satellite, si vous avez une bergerie qui est perdue dans la montagne, enfin je dis voilà, que de tirer un câble. Mais en tout cas, l'ambition globale de déploiement de la fibre et du réseau mobile, on est toujours insatisfait, mais le niveau de déploiement et la rapidité avec lequel le déploiement se fait en France n'existe nulle part ailleurs. On a un retard et c'est toujours insatisfaisant pour ceux qui ne l'ont pas. Et vous m'avez posé une autre question que j'ai déjà que j'ai oubliée. Pardon. Les coûts. Alors, oui. Alors, en fait, la numérisation, mais vous avez l'État, encore une fois, l'a pris de la même manière que les collectivités. La numérisation, à long terme, on gagne de l'argent. À court terme, on a une approche uniquement budgétaire en pensant qu'en fait, on allait gagner de l'argent tout de suite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, si vous regardez l'exemple de la NTS, c'est très parlant. Dans le premier truc, on a dit bon, on va numériser tout. On n'a plus besoin des préfectures, on n'a plus besoin des points d'accueil en préfecture. On va envoyer tout le monde sur Internet. Ça a été le cauchemar. Le cauchemar parce que, en fait, vous avez tous vécu ça. Il y a eu jusqu'à 240 000 demandes de titres, de cartes grises qui ont été bloquées. Mais parce que, d'abord, à l'instant T, les gens ne s'adaptent pas du jour au lendemain. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir prévu, il faut avoir investi. Dans un premier temps, la numérisation, souvent, c'est de l'investissement. Parce que d'abord, vous avez un double